Donc cet après-midi, on va travailler un petit peu là sur des expériences pédagogiques. Donc c'est Johan qui va ouvrir les débats avec une explication de ses expériences d'utilisation du manuel franco-allemand en classe. Johan qui est professeur au lycée Jean Jaurès à Reims. Ensuite nous entendrons Rainer Bendick, professeur au lycée Sophie Scholl à Osnabrück et co-directeur du fameux manuel franco-allemand. Et enfin, nous terminerons par de la géographie, qui ne va jamais rester la parente pauvre de nos disciplines, puisque nous sommes censés marcher sur nos deux jambes, la jambe historique et la jambe géographique, avec une étude transfrontalière sur le tramway strasbourgien, présentée par Nathalie Schmidt-Wald, qui est professeure en section Abibac au lycée de Saverne. La PHG qui a initié les études sur le manuel franco-allemand, qui à l'époque suscitait des moqueries, voire des gloussements de personnes qui un jour m'avaient dit « mais comment peut-on écrire un article sur un manuel scolaire ?» Quand on regarde sur Internet ce que j'ai fait pour préparer ma communication, je me suis aperçu que beaucoup d'articles ont été publiés dans des revues parfois très sérieuses et très académiques, et souvent en pillant les travaux de la PHG sans nous citer. C'est toujours agréable de voir qu'on est quand même parfois des lanceurs d'idées, mais que la paternité et la propriété intellectuelle de nos recherches toujours stimulantes nous sont rarement accordées. Vieux débat du rôle de la PHG confrontée à d'autres structures diverses et variées, dont la seule motivation est de nous détruire pour pouvoir faire du passé tableau. Mais bon, passons. Alors, l'idée de ce manuel franco-allemand, pour ceux qui n'enseignent pas dans le franco-allemand, est née en 2003. C'est l'idée des jeunes franco-allemands, des jeunes français, des jeunes allemands, qui se sont réunis le 21 janvier 2003, le lendemain d'une date très importante dans l'histoire franco-allemande, à Berlin. Et le Parlement des jeunes a exprimé la volonté de disposer d'un manuel commun afin de permettre aux jeunes Français, aux jeunes Allemands, de disposer d'un outil identique pour étudier l'histoire allemande en France et étudier l'histoire française en Allemagne. Cette volonté, pour une fois, a été reprise et portée par les pouvoirs publics, et français et allemands, malgré les changements divers de majorité politique dans les deux pays, et ce qui illustre bien le rôle décisif de l'école accordé à l'État dans tout processus de construction d'une identité, qu'elle soit nationale comme en France, européenne, ou franco-allemande, comme l'a souligné dans ses travaux il y a très longtemps Erik Hobsbawm. Le premier volume est édité conjointement par Nathan et Chet Verlag, est destiné aux classes terminales et il est disponible en 2006. C'est un succès éditorial colossal pour un manuel scolaire. 60 000 exemplaires ont été vendus en 2006, avec une incroyable parité, 30 000 en France, 30 000 en Allemagne. Tout le monde était content, donc les acheteurs sont pluriels. Il y a des collectivités territoriales comme l'Alsace qui a offert le manuel franco-allemand de terminale à tous ses lycéens, des équipes disciplinaires en France dans les lycées français et des citoyens qui étaient curieux de découvrir un manuel binational et une histoire croisée. On le trouvait d'ailleurs naguère chez Gilles Bergeon, pour vous dire que, franchement, et pas dans le rayon manuel scolaire, dans le rayon ouvrage d'histoire, pour vous montrer quand même la place un peu singulière de ce manuel au sein du panorama éditorial. Alors, cette success story n'a pas résisté à deux choses, et je dirais, il y a un ouvrage qu'on ne lit plus beaucoup aujourd'hui, c'était Théodore Zeglin, qui écrivait l'histoire de la passion française, on ne le lit plus, c'est bien, c'est un tour, parce que c'est un livre très intéressant. Et il y a deux passions françaises qui expliquent l'échec du manuel franco-allemand, enfin des manuels franco-allemands. Le premier, c'est en proposant aux enseignants de sortir de leur zone de confort du cours magistral, l'ouvrage a suscité des interrogations parmi les collègues qui l'avaient choisi en classe de terminale. Dans mon lycée, je m'étais battu pour qu'il soit choisi, par exemple, et une critique que l'on m'a adressée à de nombreuses reprises, ça a duré 3 ans, le temps qu'après qu'on s'en débarrasse, c'était on ne peut pas préparer les exercices du baccalauréat, notamment la composition, alors que vous savez, de moins en moins de nos élèves choisissent la composition au sujet d'histoire et de géographie au baccalauréat. Alors, second problème, et là c'est un mal très français, c'est cette volonté permanente, et vous savez qu'à partir de lundi on aura droit à une nouvelle réforme, c'est les réformes successives qui caractérisent l'éducation nationale. Tous les ministres veulent un jour ou l'autre associer leur nom à une réforme, et le manuel franco-allemand a été la victime d'une réforme. Au moment même où sortait le manuel de première, donc qui est sorti en 2008, qui couvrait la période 1815-1945, nous étions avec Hubert le jour du lancement en Sorbonne du manuel franco-allemand de première, quelques jours après le lancement de la réforme des classes de première qui ont totalement torpillé ce manuel. On pourrait même parler, devant les amis allemands, d'un véritable coup de poignard dans le dos qui a été asséné à ce manuel. Alors ce qui explique que le dernier manuel, le dernier volume, ne sortira qu'en 2011 en France, et le manuel vert, le manuel de seconde, soit 3 années après la publication
en Allemagne fédérale de son équivalent, de son homologue, ce qui montre bien les crispations et les tensions que cela a engendré auprès de l'équipe française qui a été mobilisée et qui a accompli un énorme travail, de même que nos collègues allemands. Alors, plus grave, cette réforme, une de plus, vous me direz, a entraîné l'incapacité à utiliser les manuels de première, de seconde et de terminale dans les classes. Or, ça a déporté complètement l'utilisation des manuels franco-allemands qui sont aujourd'hui exclusivement utilisés dans les classes allibac et européennes. Mais cette utilisation n'a pas été, à l'origine, visée, souhaitée, désirée par ceux qui l'ont voulu, par ceux qui l'ont rédigé et par ceux qui l'ont édité. Donc là, on a vraiment un problème. Donc, moi, je suis enseignant en classe européenne allemand, enfin ce qu'il en reste, parce que vous savez que l'allemand, malheureusement, est de moins en moins à la préoccupation de nos gouvernements successifs, et donc il y a de moins en moins d'élèves qui font de l'allemand. Généralement, on place les cours d'allemand dans les horaires très stimulants du point de vue pédagogique, le samedi matin de 11 à 12, le lundi soir de 17 à 18, ou le vendredi soir de 16 à 18. Ça montre surtout l'intérêt de notre institution pour l'allemand et l'histoire enseignée en allemand. Mais peu importe. Moi, j'ai choisi comme sujet l'étude de la Première Guerre mondiale parce que c'est une thématique qui m'a un peu intéressé naguère et parce que la vision de la Première Guerre mondiale montre ce qu'était le manuel franco-allemand, à savoir un manuel proposant une histoire croisée entre deux pays. Il occupe 45 pages dans le manuel, et de manière très originale quand on le compare aux 3 heures accordées en classe de première pour étudier la Première Guerre mondiale, il est divisé en 2 chapitres de places équivalentes, de volumes équivalents, pardon. D'une part, le récit de la guerre, et d'autre part, le processus de sortie de la guerre avec une grosse focale, un gros focus sur les mémoires. Très en avance, parce que la question sur les mémoires françaises de la guerre d'Algérie ou de la Seconde Guerre mondiale n'était pas encore d'actualité. Tous les dossiers qui concernent la Première Guerre mondiale sont conçus dans une perspective comparatiste, c'est-à-dire qu'il y a toujours les documents français, les documents allemands, mais toujours, sauf pour un dossier, un document qui n'est ni allemand ni français, parce qu'on étudie la Première Guerre mondiale, qui, comme son nom l'indique, n'est pas franco-allemand, bien évidemment. Sur le plan historiographique, avant de rentrer dans le vif du sujet, le manuel reprend abondamment les thèses d'une école historiographique. Par exemple, le chapitre « Sortir de la guerre » épouse ainsi les travaux de Bruno Cabane et de son ouvrage 2004, « La victoire endeuillée, la sortie de guerre des Français 1918-1920 », « Violence de guerre, culture de guerre, place des civils dans le conflit, etc. » occupe des doubles pages qui témoignent de la nette inflexion historiographique donnée à cette thématique, même si on note ici ou là quelques indications sur l'existence d'autres écoles historiographiques, mais qui montrent bien que le choix qui a été fait est malheureusement le peu de place de l'autre école. Alors, je vous posais un plan en 3 points. Alors, normalement, si je fais ça, ça ne fonctionne pas. Si je fais ceci... Ah, c'est bon. Voilà, donc un plan en 3 points. Donc, je vais vous montrer un peu, parce que je vais vous proposer n'a aucune vocation à l'universel, c'est simplement un exemple d'application parmi tant d'autres. Donc moi, en classe de première européenne allemande, je consacre 5 à 6 heures, je fais encore ce que je veux, il n'y a pas de programme en première, pas de programme en seconde, il y a des programmes désormais en terminale, donc je suis assez libre, j'évalue comme je veux, je fais ce que je veux, je peux évaluer à l'oral, je peux évaluer à l'écrit, je suis vraiment pour l'instant encore dans une position très agréable. Alors, le premier point, c'est l'entrée en guerre d'une société impériale, et deuxième point, donc une nouvelle forme de guerre. Alors, je commence pour montrer comment la société impériale allemande rentre en guerre par cette carte postale. Pourquoi cette carte postale? Tout simplement, vous avez une couleur magnifique, parce que c'est une carte postale, c'est un document très simple qui a été édité en 1914, qui ne coûte pas très cher, qui est donc susceptible d'être diffusé de manière massive, partout, y compris par des personnes qui ne savent pas lire. Et donc c'est intéressant de montrer l'instrumentalisation de l'union sacrée. C'est bien sûr un document de propagande, mais il n'empêche que l'union sacrée, ce que les Allemands appellent l'Auguster Erlebnis, a existé véritablement, même si les historiens allemands aujourd'hui, dans la lignée d'ailleurs de Jean-Jacques Becker en France, ont montré qu'il fallait nuancer cette vision d'un enthousiasme, d'un Kriegsbegeisterung générale et partout, etc. Par exemple, à Hambourg, dans les quartiers ouvriers, il n'y a pas du tout d'enthousiasme de guerre, alors qu'à Berlin, on a des images, des photographies, des extraits de films qui montrent l'adhésion à la déclaration de guerre. Alors tout ceci permet bien sûr de faire une culture, enfin un travail sur l'image,
la place de l'empereur, les différentes catégories représentées, les organes du pouvoir, etc. Et ça me permet de le comparer à une autre vision qui est dans le manuel également. C'est un tableau d'Anton Werner en 1893 sur l'empereur Guillaume II pour opposer les deux types de sociétés qui sont représentées. Vous avez vu, je reviens en arrière, une société, on va dire, plus ouverte, moins figée, et l'autre une société hiérarchique, hiérarchisée, qui montre bien qu'il s'est passé quelque chose en août 1914, et ça permet donc aux élèves de s'en rendre compte. Parce que bien sûr, en français, ils suivent, disons, le cours sur la Première Guerre mondiale. Ça, c'était un document sur un discours de Hugo Haase, qui est une figure importante de la SPD, à l'époque de la Première Guerre mondiale, et ça montre que, ça me permet de lancer une piste pour les cours de terminale sur le socialisme, le communisme et le syndicalisme en Allemagne, ça montre que les prolétaires, contrairement à ce que racontait Marx, se découvrent une patrie en 1914, puisqu'ils votent au départ, bien sûr, ils votent les crédits de guerre et s'engagent dans la guerre. Alors, même si, attention, la défense de la patrie en Allemagne renvoie à deux réalités différentes. Il y a deux mots en allemand pour désigner la patrie. Il y a Heimat, la petite patrie. Il y a la petite patrie au sens de Cicéron, et la Vaterland, la nation, qui correspond grosso modo, mutadis mutandis, à notre patrie à nous, qui veut bien dire, bien sûr, la nation en danger. Alors, ce document, ces trois documents montrent la force pour moi du manuel franco-allemand, c'est de montrer l'intérêt d'une perspective binationale, au sens où ce que Dominique Borne appelait, ça montre des temps communs. L'union sacrée, en fait, simplement, toujours pour reprendre les termes de Dominique Borne, des nuances, des inflexions particulières dans une histoire commune. Et là, on est bien dans le cadre d'une histoire croisée, montrer que malgré la frontière, malgré les systèmes politiques qui sont totalement différents, d'ailleurs il y a une très belle leçon sur les deux systèmes politiques de français et allemands avant la guerre de 14, de montrer que ces Français et les Allemands vivent au même moment des expériences qui sont similaires malgré les divergences subjectives et objectives. On passe au deuxième point, une nouvelle forme de guerre, où on commence toujours par ce petit schéma qui vaut ce qu'il vaut, qui est bien sûr une reconstitution, mais qui montre que surgit une nouvelle forme de guerre, etc., avec des tranchées, avec l'enterrement des positions, etc., la stabilisation du front, et après, bien sûr, ça me permet d'introduire cette volonté de percer, pour reprendre le titre d'un roman très célèbre, cette volonté donc de franchir les tranchées et de retrouver enfin une guerre de mouvement, etc. Et là, on se trouve à, je dirais, à un carrefour essentiel du manuel franco-allemand. Le manuel franco-allemand n'est pas un manuel français, ce n'est pas un manuel allemand non plus, c'est un objet hybride, un peu bâtard entre les deux. Et d'ailleurs, on voit deux conceptions didactiques qui s'opposent, comme l'a rappelé l'intervenant précédent. Il y a la conception allemande de la didactique et la conception française de la didactique, même si pour beaucoup d'enseignants en France, le mot didactique est un gros mot. Ça leur rappelle des souvenirs malheureux aux UFM, SP, etc. Alors, moi, ce qui m'intéresse dans cet exercice, c'est déjà le paratexte. Le paratexte, dans les manuels allemands, est toujours neutre. C'est-à-dire qu'il présente le document point barre. Le paratexte dans les manuels français n'est jamais neutre. Pourquoi? Parce que comme notre collègue de Basse-Saxe l'a montré, l'intention des Allemands, c'est de former une génération à réfléchir, à juger, à se manifester, voire à prendre la place d'un contemporain dans une situation donnée. En France, on demande de restituer des connaissances dans le cadre d'une épreuve familière, très balisée, etc. Sincèrement, les informations sont données dans le document. Vous savez que le scandale de l'étude du document actuel, c'est qu'un élève qui n'a même pas révisé, et j'en connais des centaines aujourd'hui, peut avoir un 10 ou un 12 avec le document sans avoir travaillé toute l'année. C'est un peu plus compliqué en Allemagne. Pour montrer la différence, voilà, ça c'est un texte, un manuel actuel, je tirerai l'éditeur. Le titre Une communauté combattante, et la question c'est comment font les combattants pour combattre ensemble. Eh bien, l'élève qui n'a pas envie de lire le document, une communauté combattante, il forme une communauté. Et la réponse est bien sûr une communauté. Après, bien sûr, il faut développer. Mais là, il y a quand même un indice et une divergence fondamentale entre les Français qui proposent des espaces de champs de réflexion clos et les Allemands qui proposent des espaces de réflexion ouverts, laissant la place à l'initiative de l'élève. Parce qu'une des questions sur les dernières lettres de Franz Marc, c'est imaginer les sentiments de Franz Marc. C'est pas redonner, restituer les sentiments de Franz Marc, c'est les imaginer. On a à peine, dans aucun manuel français aujourd'hui, on trouve le terme comme consigne imaginer. Toujours restituer, décrire, analyser, étudier. Jamais se mettre à la place d'un contemporain pour dire ce qu'il a pu penser. Et donc là, on touche à quelque chose de très particulier. On passe au grand 2. Ça ne marche pas, tant pis. Guerre civile, 2 points. Alors vous le savez, depuis quelques années, la guerre totale s'est invitée dans les manuels de 3e aujourd'hui, 4e, je ne sais plus, 3e, 4e, 3e.
et de première en France. Alors, cet aspect de guerre totale est très discuté. Vous savez que Jean-Jacques Beckler, quelqu'un que connaît bien l'association, lui est tout à fait contre ce concept de guerre totale. Il parle de conflit en voie de totalisation, car la guerre totale est un idéal type qui n'est pas atteint entre 1914 et 1918. Et pour les Allemands, la guerre totale, c'est surtout un concept qui a été utilisé pour la Seconde Guerre mondiale, après un discours très célèbre de Goebbels. Alors, pourquoi c'est intéressant? C'est de vous montrer en fait un peu que les civils connaissent une expérience combattante particulière. Donc ça, c'est un document qui n'est pas extrait du manuel franco-allemand, c'est un document introductif. Il date de 1915, c'est un placard, enfin c'est pas un placard, c'est une affiche publicitaire, entre guillemets, d'une association de femmes allemandes, notamment des femmes bourgeoises, des femmes de l'aristocratie, qui est publiée juste après l'introduction du rationnement en Allemagne en 1915, qui est une conséquence du blocus. Moi, ce que je cherche à leur montrer, c'est que là, les Allemands ont vécu une situation très particulière, dont on ne parle pas beaucoup dans les manuels français, plus en Allemagne bien sûr, c'est les conséquences du blocus maritime, qui commence très tôt et qui se finit après la signature du traité de Versailles. C'est un épisode aujourd'hui, dans la mémoire allemande, qui est toujours très important, parce qu'on estime que ça... Les historiens divergent un peu, mais c'est 400 000 à 750 000 morts. Je vous rappelle que les chiffres des combattants, c'est 2 millions de morts. C'est quand même très important. Et ça, c'est un document dont on ne parle pas. Et puis ça me permet aussi de sortir du cadre franco-français. Dans tous les manuels, on voit des femmes qui sont dans les usines, qui conduisent des tramways, qui sont infirmières ou qui sont marraines de guerre. Là, ça permet de montrer que les femmes faisaient aussi autre chose que de porter les obus, etc., et de sortir un peu. Et j'aboutis à cette image, qui est une image qui, dans le manuel, n'est pas datée, n'est pas précisé, n'est pas localisé. Bien, ça, c'est un des points faibles du manuel franco-allemand, je viendrai plus tard. Donc, c'est en 1917, dans une grande ville allemande, peut-être Berlin, peut-être Hambourg, peu importe, qui montre une femme en train de s'évanouir dans une de ses queues, parce que c'est ce qu'on appelle le Steckrübenwinter, le Kohlrübenwinter, c'est l'hiver des rutabagas. Il y a une grave crise alimentaire. La pomme de terre, qui était le principal aliment, un peu comme en Irlande, vous savez, au XIXe siècle, a connu une maladie, le milieu, etc. Et donc, crise de la pomme de terre. On introduit les navets pour pouvoir survivre. Mais beaucoup d'Allemands sont affaiblis, meurent, etc. Il n'y a pas assez de navets. Bref, c'est un événement dramatique que j'introduis avec un petit texte généralement en allemand, pour vous montrer un peu, qui permet aux élèves de comprendre un peu ce qui se passe, parce que la photographie ne lui permet pas toujours. Ensuite, on va passer au second point. C'est les civils occupés par les Allemands. Ça, c'est un document du manuel franco-allemand, c'est un document exceptionnel. C'est le Ausweis de Yves Congar. Je pense qu'Yves Congar, ça vous dit quelque chose. C'est le théologien et un cardinal. Il a joué un rôle très important dans le Vatican II. Mais il était un petit enfant occupé dans la ville de Sedan. Parce que vous savez que l'occupation allemande en France, c'est grosso modo, je crois, 2 millions de Français, 4% du territoire, la totalité de l'Aisne, la totalité des Ardennes, pardon, la moitié de l'Aisne, etc. Un peu de l'Oise. Et donc, c'est un phénomène très important que l'historiographie a longtemps négligé en France. Il y a Annette Becker qui parlait même des oubliés de la Grande Guerre, et Philippe Nivet qui a sorti un livre très récent sur ce sujet. C'est vraiment quelque chose qu'on a beaucoup oublié, qu'on étudie un peu aujourd'hui, et que le manuel allemand propose d'une manière très particulière avec cet Ausweis. Et généralement, ça frappe les élèves parce que c'est un enfant. Alors, c'est qu'un enfant qui a une carte, entre guillemets, d'identité, c'est quand même assez curieux pour pouvoir venir circuler, etc. Alors, ça me permet, moi, de sortir un peu du cadre, de rappeler que Sedan est un lieu de mémoire franco-allemand. Sedan, c'est le lieu où Napoléon III a capitulé. C'est grâce à la victoire de Sedan que les Allemands ont fondé leur Second Empire. Et c'est un événement qui est fêté en Allemagne tous les ans jusqu'en 1918. Le manuel franco-allemand en parle dans un chapitre précédent. Donc moi, ça me permet de montrer l'importance collective dans la mémoire allemande de Sedan, un lieu de victoire, un lieu fondateur, mais également un lieu très important. Un de mes collègues est un grand spécialiste, Nicolas Char, membre de notre association. Il a beaucoup travaillé sur ce monument. C'est le plus grand monument allemand édifié pendant la Première Guerre mondiale. C'est une nécropole. Bon, le cimetière aujourd'hui n'est plus, n'est plus là, parce que les tombes ont été transférées, translatées, mais le monument est toujours en train d'être détruit. Il y a eu une mobilisation de la communauté historienne en France, etc. Et aujourd'hui, il va être restauré après justement cette mobilisation. Donc ça permet déjà de montrer un peu à nos élèves, d'incarner un peu l'histoire, d'évoquer un épisode de l'histoire mondiale tout près de notre lycée, parce que les Ardennes sont à 20-25 minutes de route, encore moins en train, donc ça permet un peu d'incarner l'histoire de la Première Guerre mondiale et de montrer aussi que Sedan a connu l'occupation. Et qu'est-ce qu'étaient les occupations? Donc je propose deux textes, le même texte, le texte
en allemand, bien sûr, parce qu'on a une classe européenne allemande, et le texte en français pour faire sauter l'obstacle linguistique, parce que c'est quand même un vocabulaire qui n'est pas toujours à la portée de nos élèves, et de montrer un peu le visage de l'occupation. Bon, les questions sont simples, hein, décrire la vie de la population, les différentes attitudes de la population, observées par Yves Congar, qui raconte bien sûr ses souvenirs au soir de sa vie, caractériser en un mot l'occupation allemande, etc. Et ça permet après pour moi de poser des choses, des jalons pour la classe de terminale avec les notions d'accommodement, de résistance civile, de collaboration horizontale, etc. ou verticale. J'ai introduit souvent, pour compléter, un extrait d'un film qui s'appelle Im Westen nicht Neues. C'est un film de 1931, je crois, c'est juste avant le nazisme, parce qu'après il est exilé, de Wilhelm Pabst, où à un moment donné, les Allemands occupent un village et on voit une femme qui a des relations amoureuses avec un soldat allemand, et ça sort complètement de l'image patriotique, nous sommes tous des résistants, etc. Et ça montre qu'il y avait des formes de, d'accommodement très particulières, et ça permet aussi aux élèves de se rendre compte que il se passe des choses parfois qui ne sont pas dans la vulgate officielle, d'une part, et d'autre part, de jeter des jalons pour le cours de terminale sur les mémoires de la Seconde Guerre mondiale, car dans mon lycée, il est strictement impensable et impossible d'enseigner les mémoires françaises de la guerre d'Algérie, pour des raisons que vous devinerez sans peine. Alors, je passe au troisième point, la sortie de guerre pour l'Allemagne en 1918, le diktat et une société en deuil. Le diktat, bon, là, bien sûr, c'est la manière dont les Allemands vivent le traité de Versailles, et c'est assez intéressant, c'est le seul document du manuel, des trois manuels, qui est présenté dans les deux versions, en français et en allemand et en français. C'est une exception, parce qu'il faut faire comprendre aux élèves français, à nos élèves, ce qu'a été le traité de Versailles. Moi je me souviendrai toujours de la lecture de Sébastien Hafner, c'est un grand journaliste, etc. Et à un moment donné, il était petit, donc, il a vécu la Première Guerre mondiale, il raconte la fin de la Première Guerre mondiale, et donc les gens s'attroupent, il y a des affiches qui sont posées, et les gens découvrent qu'ils ont perdu la guerre. Parce qu'il pensait, lui, avec les communications du haut quartier général, que les Allemands gagnaient la guerre. Et en 1918, il découvre l'armistice, et c'est la stupeur absolument. Il y a des pages qui sont remarquables, il faut le lire un jour, hein, c'est la vie d'un Allemand, je crois, le journal d'un Allemand, je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est remarquable, et à un moment donné, il découvre, et tout le monde comprend que les Allemands ont perdu la guerre. C'est vraiment la surprise du chef, la surprise du siècle, etc. La divine surprise aurait dit Maurras, pour d'autres raisons. Et là, c'est vraiment un texte remarquable. Et là, on le voit un peu, on peut comprendre ce qu'a été, donc, un paragraphe donc, de la honte, de l'humiliation. Alors après, moi, je reparle bien sûr des différentes, des différentes clauses, pour montrer vraiment, voilà. Et puis pour leur faire illustrer, je les titille souvent avec la phrase de Jacques Bainville, que j'aime beaucoup. Le traité de Versailles était trop dur dans ce qu'il avait de doux, et trop doux dans ce qu'il avait de dur. Et je leur demande de discuter, bien sûr, en allemand avec ces différents documents, pour savoir les raisons de cette boutade, qui n'en est pas une, hein, nous le savons. Et ensuite, parce que derrière tout historien d'histoire, tout enseignant d'histoire, pardon, j'en bafouille l'émotion, se cache un géographe, eh bien, moi je les oblige à transformer une carte en schéma. Donc c'est une carte sur les conséquences du traité de Versailles, on fait un petit schéma dans ce sens-là, parce qu'il est toujours important à nos élèves d'essayer de les faire schématiser un peu l'espace et d'occuper l'espace. Et donc ça leur permet après d'avoir, plutôt d'un long paragraphe, d'une longue trace écrite, d'avoir un schéma tout à fait fixé, très simple, très facile à reproduire, pour comprendre les conséquences du traité de Versailles. Ensuite, parce que ça c'est également très bien fait dans le manuel, hein, c'est les deux visions du traité de Versailles par deux caricatures. Alors même si les caricatures sur le plan didactique ne sont pas les documents, contrairement à ce que l'on pourrait croire, et aux concepteurs de manuel les plus simples à analyser, parce que ça réclame des connaissances historiques comme tout. Et donc d'un côté la version allemande du traité de Versailles avec Michel, donc c'est l'incarnation de l'Allemagne, et de l'autre côté notre Marianne nationale qui est confrontée à Germania. Donc d'un côté de montrer que le traité de Versailles était vraiment une infamie pour les Allemands, ça les a dépouillés, déshabillés, hein, au sens propre et figuré du terme, et pour les Allemands de montrer que, pour les Français pardon, de montrer que l'Allemand est intrinsèquement mauvais et pervers, la preuve il est fou, il se tiraillement, et derrière ces oripeaux de la misère, il prépare le réarmement, etc. On marquerait qu'il y a une cristallisation sur l'empereur Guillaume II que l'on voit malgré ses troupes, on voit le gaz bien sûr qui a été inventé par les Allemands, on voit les zeppelins qui renvoient dans l'inconscient collectif au bombardement de Londres et de Paris, on voit l'aviation, etc. On peut même reconnaître à mes élèves de lycée aviatique, il y a toujours un élève qui est un spécialiste d'appareils militaires qui vous diminue ça sur les avions, c'est toujours formidable. Bref, ces deux documents permettent véritablement de déclencher la parole, et dans la classe européenne, il n'y a pas de cours magistral. Moi, je ne serais pas capable de faire un cours magistral de 3 heures sur la Première Guerre mondiale en allemand ou sur la réforme de Luther. Mais ce qui est intéressant, c'est que les élèves parlent.
Et ces deux documents-là associés, ça permet de libérer la parole et donc d'aboutir au respect du cahier des charges fixé par notre institution. Et enfin, dernier point, avant de finir, donc ça c'est le tableau que je vous proposais, c'est le deuil. Alors, il donc une photo, normalement, voilà, on va commencer par celle-ci, c'est le deuil. Alors, vous savez que le deuil procède par cercle, parce qu'un historien qui s'appelle Omer Bartov parlait des groupes primaires, d'abord les combattants, c'est la seconde photo, puis après par les proches, les familles, les entreprises, les écoles, les confréries, etc. Dans mon lycée, par exemple, il y a une plaque des élèves qui sont morts dans la Première Guerre mondiale, etc. C'est toujours un document pour nous comprendre qu'il est quand même, en France, je crois que c'est à peu près 800 soldats français par jour en moyenne entre 14 et 18, c'est 1200 en Allemagne, pour montrer que c'est une expérience. 1200 élèves, mes élèves comprennent tout de suite que c'est leur lycée, c'est un lycée par jour qui disparaît. Alors, c'est une moyenne, bien sûr, il y a des jours, il y en a eu plus et des jours, il y en a eu moins, mais pour donner un ordre d'idée à une expérience qui est totalement singulière et qui dépasse tous et toutes réunis notre entendement, le chiffre de 800 par jour, de 1200 élèves, de 1200 personnes par jour, ça fixe, ça permet de comprendre ce qu'a été la Première Guerre mondiale. Alors, ces documents sont des photographies, mais ce qui m'intéresse, c'est donc montrer, bon voilà, qu'il y a une volonté d'organiser un culte, qu'il y a une mise en scène également, et de montrer le problème que pose un document. C'est ce document où on voit donc des parents qui sont donc en deuil, on imagine que c'est une point. Ce document n'est ni daté, ni localisé, ni précisé. Et il faut chercher dans les crédits photographiques pour découvrir que c'est un photographe français contemporain qui l'a prise. Et donc là, ça me permet de montrer à mes élèves l'intérêt d'une recherche en histoire, c'est d'essayer de comprendre ce qu'il y a derrière. Vous remarquerez que c'est un document qui est très travaillé, les contrats sont finement étudiés, même là, sinon vous ne voyez pas grand-chose avec le vert, les lignes d'arrivée, les lignes de fuite qui se rejoignent avec les croix, etc. Et puis ils ne sont pas dans une attitude du deuil, ils sont plutôt dans une sorte de monstration de la fierté de leur vie d'avoir perdu un fils, qui s'oppose complètement à un autre document du manuel franco-allemand qui est situé sur l'autre page. C'est bon, un document qui est célébré en Allemagne, c'est Käthe Kollwitz, une artiste allemande qui a perdu son fils et qui exprime dans une lettre absolument bouleversante son deuil, pourquoi son fils est mort, son fils a voulu partir, il a voulu quelqu'un qui a voulu pas qu'il parte, etc. Puis donc il est mort, puis maintenant elle le pleure, etc. Il ne viendra plus jamais, puis il est mort pourquoi? Pour une Allemagne démembrée, pour une Europe dévastée, etc. Et ça s'oppose tout à fait à ce deuil un peu tranquille, un peu hiérarchisé. Et on leur demande donc de faire un travail de recherche dessus, de travailler sur la composition, et de montrer en fait que c'est un document contemporain qui évoque un deuil, censé être un deuil de 1914-1919. Vous voyez, donc là c'est aussi un aspect de la recherche historique, c'est de montrer que nous on y tient à l'EHESS, dans cette société où on est gorgé d'images, où il y a des images de plus en plus, il y a des images différentes. Toutes les images, André Gunther, qui est un chercheur de l'EHESS, raconte une histoire. Et dans le manuel, il n'y a pratiquement pas d'étude de l'identité narrative de l'image. C'est-à-dire que l'image raconte une histoire, il faut chercher l'histoire que raconte l'image. Et cette image-là ne raconte pas l'histoire d'un deuil, elle raconte l'histoire d'une vision du deuil dans la Grande Guerre. C'est pas la même chose. Vous avez tout à l'heure le document sur Luther, etc. On n'est plus dans un document d'histoire. Ça devient un document d'histoire par le travail, mais c'est un document qui a été fait pour illustrer de son histoire, alors que ça n'a pas été créé au moment de l'histoire et de l'épisode qu'il représente. Donc vous voyez, il y a le manuel franco-allemand, mais si j'en suis un fan, n'a pas toujours que les avantages. Alors, en conclusion, afin de vous soulager sur toutes les choses didactiques, c'est comment évaluer, parce que ça c'est vraiment le grand problème des Français, c'est évaluer, préparer au bac, finir le programme, etc. Et moi j'inverse la proposition, c'est-à-dire que j'évalue avec les deux documents introductifs du manuel sur la Grande Guerre. C'est deux photos. Une photo de ce qu'on appelle en allemand la Mobilmachung, c'est la mobilisation générale en 1914, c'est à Kiel, etc. Et une photo à Armentières, dans la Somme, je crois, en 1918, dans le nord de la France. Ça me permet de refaire appel, donc je leur demande de décrire et d'expliquer les deux photos, de les comparer. Ça me permet de revisiter tout un vocabulaire, mobilisation générale, Kriegsbegeisterung, Kriegsernüchterung, guerre totale, etc. Donc c'est beaucoup d'interprétation. Avec deux photos, qui sont très bien choisies d'ailleurs, qui dans le manuel franco-allemand ouvrent le chapitre, mais qui pour moi le termine en l'évaluant. Alors, vous avez bien compris, et j'en finis par là, que moi ce que je vous ai proposé, c'est pas véritablement l'utilisation du manuel franco-allemand, mais c'est plutôt une déconstruction. Et maintenant, je laisse la parole à un des pères qui l'a construit, Rainer Delitzsch, et je vous remercie de votre attention.